Plusieurs fronts, aussi bien sur le terrain, à Gaza et au Liban, depuis le 7 octobre 2023, que dans le débat public à travers le monde. Rudy Rochman, soldat réserviste de l'unité des parachutistes, s'est imposé comme l'une des voix les plus influentes de la défense du peuple juif et d'Israël et dans le monde. Suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, il mène effectivement un travail de sensibilisation et de plaidoyer qui dépasse les frontières. Et ça faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas venu nous parler sur Radio J, plus d'1 an et demi. Il est avec nous en direct. Bonjour Rudy. Comment ça va, Ilana? Ça va très bien, merci. Et vous, Rudy, c'est important aussi de vous poser la question à vous, puisque c'est vrai que vous êtes soldat de réserve depuis 2 ans et demi maintenant, depuis le début de la guerre, que ce soit donc à Gaza, en Judée-Samarie, mais aussi au Liban. Et vous serez à nouveau envoyé au Liban dans quelques jours, au mois de juillet. Est-ce qu'on se prépare moralement, physiquement, à entrer sur ce terrain de guerre qui, on le rappelle quand même, a vu tomber 31 soldats israéliens depuis le début de la guerre? Alors, ça va être notre 3e fois en retourner en Liban. On était aussi en Syrie, on était aussi en 7 octobre en Kfar Aza, on était aussi à Gaza. Alors, on n'arrête pas de faire des Meloïm depuis le commencement de cette guerre. Et pour nous, en tant que soldats, on n'a pas besoin de se préparer mentalement ou physiquement, on est déjà prêt. C'est plutôt qu'on veut que notre pays finisse le travail. Il y a Hezbollah là-bas, il faut complètement enlever Hezbollah, libérer le peuple liban, faire un accord avec la population et le gouvernement, et puisqu'on peut vivre ensemble et que les citoyens du nord d'Israël peuvent être en sécurité. C'est ça qu'il faut faire. Et nous, on sent qu'en tant que soldats, qu'on nous ramène et qui prolongue, et qui prolongue, et qui prolongue, et qui ne nous laisse pas finir le travail. C'est ça vraiment le problème. Quand vous dites finir le travail, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est vrai que plusieurs experts, colonels de réserve de Tsahal, se sont exprimés sur Radio J, nous ont dit que voilà, l'objectif était vraiment de détruire les villages et les maisons où se trouve le Hezbollah au sud Liban. Est-ce que vous savez, vous, la mission, vous connaissez les missions auxquelles vous allez participer là prochainement? Ouais, c'est pareil qu'on a fait dans les 2 autres fois qu'on était en Liban ou qu'on était à Gaza. On détruit là maintenant où est-ce qu'ils ont leur force. Mais une fois qu'on reparte, ils vont reconstruire. Il faut complètement détruire Hezbollah. Et Hezbollah, quand on est rentré dans le sud de Liban, ils sont montés au nord. Alors, il faut travailler avec les forces de Liban, avec le gouvernement qui vraiment représente le peuple de Liban pour complètement finir avec Hezbollah. Et une fois qu'on fait ça, c'est là qu'on devrait faire un accord avec le gouvernement, la population. Jusqu'à qu'on finit pas Hezbollah 100%, et si on sort et on finit 80%, eh ben, ils vont reconstruire et on va avoir ce problème encore et encore. Alors, finir le travail, c'est détruire notre ennemi 100%. Et notre ennemi, c'est pas la population de Liban, Oui. c'est pas le gouvernement, c'est pas les soldats de Liban, c'est le Hezbollah. Mais est-ce que c'est vraiment possible, hein? Clairement, je vais vous poser la question, Rudy, parce qu'on le voit, après 2 ans et demi de guerre, par exemple à Gaza, le Hamas est toujours là, malheureusement, certes affaibli, mais toujours là. Est-ce que ce ne sera pas un petit peu le même problème avec le Hezbollah au Liban? Je pense que Gaza, c'est un peu plus facile parce que Liban, c'est beaucoup plus grand et Hezbollah était beaucoup plus fort que le Hamas. Mais pour Gaza, c'est différent parce que Gaza, c'est la terre d'Israël. Le roi David avait fait cette terre partie d'Israël. Alors pour moi, je crois que ça devrait redevenir partie d'Israël. Mais si on veut juste faire en sorte de finir Hamas, il faut rentrer à Gaza 100%, complètement enlever le Hamas et créer l'infrastructure pour que les gens puissent grandir, l'éducation, les ressources, toutes sortes de choses, les roads, les choses pour que la population expérience leur terre d'une façon bien, et tu crées un security apparatus. Si tu veux avoir le force d'Israël et de sécurité là-bas, alors fais ça. Si tu veux une autre force, fais quelque chose d'autre. Mais tu veux pas juste raser Hamas de où ils sont currently, de détruire la majorité de leurs soldats, de repartir, de pas expecter qu'ils vont reconstruire. Il faut vraiment aller là-bas jusqu'à 100%. Et comme le roi Shaul, le premier roi d'Israël, il rentrait, il a fini Amalek, mais il les a pas finis 100%. Alors, les derniers 80 ans d'Israël, c'est basically le roi Shaul. On rentre, on finit la guerre avec Hamas, on finit la guerre avec Hezbollah, on finit la guerre avec l'Iran, on finit la guerre avec les Houthis, mais on les finit pas 100%. Et quand on les finit pas 100%, ils reviennent. Alors malheureusement, Israël aujourd'hui a les mains un peu liées par l'administration américaine. Sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël, car aucun autre président n'a été prêt à faire ce que j'ai fait. C'est ce qu'a déclaré hier le président américain Donald Trump en marge du G7. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, Rudy?
Moi, je pense que sans Dieu, il n'y aurait pas Donald Trump et il n'y aurait pas Israël, il n'y aurait rien. Et c'est de Dieu qui vient toutes les choses et pas de Donald Trump. Maintenant, quand ça vient à Donald Trump, il faut comprendre de voir ses actions et pas que ses mots. Dans ce moment-là, il était en train de parler à un representative de Qatar et sûrement il y a des deals et des choses qui sont en train de faire qu'on n'est pas en train de savoir toute l'image. Et peut-être il a dit un truc in exchange que après il pourra faire un autre deal que peut-être ça va bénéficier Israël. Alors moi, je regarde plutôt les actions que les mots. Autre que ça, même si Donald Trump, il est bien pour Israël ou pas bien pour Israël, il faut aussi penser de le futur. Donald Trump, il va pas être là-bas pour toujours. Le prochain président de droite ou de gauche, on voit là maintenant politiquement dans la population en Amérique qui deviennent plus et plus anti-juifs et anti-Israël. Et pas que de l'extrême gauche, aussi de l'extrême droite. Alors il faut comprendre qu'il faut pas être dépendant d'Amérique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là maintenant entre la relation avec l'Amérique et Israël? On reçoit beaucoup de milliards de dollars en tant que aide, mais c'est pas des dollars, c'est du crédit pour acheter des fusils, des armes, des balles et des choses militaires. Maintenant, cet accord, ça vient pas que vous allez recevoir des choses gratuitement, ça vient que nous, on peut plus acheter des weapons et des choses de d'autres pays et on peut plus vendre à d'autres pays sans l'accord d'Amérique, qui nous force à être complètement dépendants avec l'Amérique. Maintenant, j'ai pas de problème avec des relations avec des pays comme l'Amérique, mais il faut pas être dépendant sur les autres. Alors, Israël doit penser long term, de savoir, il faut être dépendant sur nous-mêmes et pas sur d'autres pays. Bah, évidemment, aujourd'hui, on peut se poser quand même la question, est-ce qu'Israël a les moyens de s'affranchir financièrement, militairement de Washington? Vous l'avez dit, des milliards, c'est 3,8 milliards de dollars par an des États-Unis vers Israël en aide militaire. Israël qui reste structurellement dépendant, les chasseurs F-35 sont américains, les munitions en volume de guerre également, et puis il y a ce veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU qui constitue un bouclier diplomatique irremplaçable. Donc est-ce que vraiment c'est envisageable ce que vous espérez, Rudy? C'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un jour à l'autre, c'est un procès. Mais si on commence là maintenant, on dit à 15 ans, on peut être dans un niveau qu'on va être complètement dépendant sur nous-mêmes, ou au moins si tu comptes sur quelqu'un d'autre, de diversify, de pas que compter sur un source, parce que si cette source ferme la porte, tout d'un coup, on sait pas quoi faire. Maintenant, quand ça va avec le GDP d'Israël et l'argent qu'on a, on a assez d'argent pour pouvoir créer notre propre industrie, pour créer notre propre avion. On avait même essayé dans les années 80. On avait créé le programme La Vie et l'Amérique est vite venue pour l'arrêter. Pourquoi? Un, ils voulaient pas avoir de compétiteurs avec leur avion, mais deux, ils voulaient forcer que Israël soit complètement dépendant sur l'Amérique pour nous contrôler politiquement. Et si on comprend la plan de l'Amérique, comment ils ont le US Foreign Policy avec Israël, il faut aussi comprendre que il y a peut-être des bénéfices court terme de prendre cette aide, mais long terme, on n'est pas en bénéfice. Et peut-être on a un président là maintenant comme Trump qui est supporté d'Israël, et peut-être le prochain président aussi va supporter Israël. Mais il y aura un moment qu'il y aura des présidents qui vont venir, ou de la gauche ou de la droite, qui ne vont pas, et il faut être prêt pour ce moment-là. Alors justement, c'est intéressant parce que on sent quand même que vous êtes assez inquiet pour la suite et on le voit aux États-Unis, notamment à New York, il y a énormément de manifestations anti-israéliennes, voire même antisémites. Est-ce que vous, en tant qu'Américain aussi, Israélien mais aussi Américain, vous ressentez cette montée de l'antisémitisme aux États-Unis qui était plutôt épargnée par rapport à la France, par rapport à l'Europe de manière générale? Bien sûr, ça fait presque 15 ans que je parle de ce problème. J'étais un étudiant à Columbia University qui était l'université la plus antisémitique en toute North America. Et j'ai choisi d'aller là-bas parce que c'était une des universités les plus antisémitiques pour créer un mouvement qui lutte contre l'antisémitisme et qui apprenne les Juifs de se lever pour eux-mêmes. Maintenant, il y a un grand problème que beaucoup de gens, ils parlent de la cause des Palestiniens, mais quand les Palestiniens, ils souffrent avec la Syrie, quand il y avait la guerre là-bas, avec Hamas, qu'ils tuent les gens qui sont différents que eux, quand en Palestinian Authority, en Judée, Samarie, en West Bank, à chaque fois qu'il y a des Palestiniens qui souffrent, quand c'est pas dans le contenu d'Israël, ils ne parlent pas d'eux. Qui veut dire que ces activistes qui se prétendent d'être pro-palestiniens, en fait, ils utilisent la cause palestinienne pour être contre les Juifs. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire que c'est devenu quelque chose qui est mainstream, que tout le monde accepte? Ils vont dans tous les groupes minorités, les Noirs, les Native Americans, les Indiens en Amérique, les LGBTQ+, les Hispanics, tous les autres minorités, ils l'ont convaincre que votre souffrance, c'est attaché aux mêmes choses que Israël font aux Palestiniens, ou même Israël est responsable pour votre souffrance. Ils vont aux Noirs en Amérique, ils disent, ah, vous avez des problèmes avec les policiers, ben les policiers se font entraîner par l'armée israélienne, ils les apprennent à eux à comment vous tuer. Et c'est comme ça que l'antisémitisme se fait disséminer, par
faire comprendre à la population que leur source de leur souffrance, ça vient d'Israël et le peuple juif. Et en attendant, la majorité des juifs, la majorité de communautés en diaspora, ils font rien. On met la tête en bas et si on fait un événement, c'est que entre la communauté juive, dans notre synagogue, dans notre hillel, dans notre rabbin, dans les choses qui nous fait sentir bien, dans notre petit shtadl qu'on a créé. Et c'est le temps pour le peuple juif de se lever parce que moi, je crois dans un truc un peu plus metaphysical, que l'antisémitisme vraiment été créé par Dieu pour nous réveiller. Alors, il est temps de se réveiller. Alors, quand vous dites se lever, Rudy, peut-être, et on va terminer là-dessus, c'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment vos vidéos où vous intervenez auprès de personnes, auprès de foules qui viennent vous insulter, qui viennent dire qu'Israël est un État génocidaire, etc. Pour ça, par exemple, c'est une action que devraient mener d'autres juifs en diaspora? Bien sûr, quand on voit que les étudiants juifs qui vont dans des écoles juives après 12 ans d'école ne parlent même pas l'hébreu, ne savent pas comment lutter contre l'antisémitisme, n'ont pas la confiance. Leurs parents leur disent, quand il y aura un professeur qui dit quelque chose contre les juifs et contre Israël devant 200 étudiants, que ces étudiants vont un jour être les chefs de prise de compagnie, des chefs de politique, des chefs de médias, des chefs d'économie. Et ces gens vont apprendre que Israël est la source de tous les problèmes. Et il y a l'étudiant juif là-bas qui se fait dire par ses parents et par ses profs depuis qu'il est petit, et depuis qu'ils sont petits, que ne dis rien parce que si tu dis quelque chose, tu auras des problèmes. Alors c'est mieux d'avoir des bonnes notes et après tu auras un bon travail, après tu auras de l'argent, après on donnera l'argent à des organisations et c'est comme ça qu'on va survivre. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas élevé une génération qui est forte, qui savent comment créer des coalitions avec les autres minorités parce que si on aurait des coalitions, les autres gens qui sont contre nous ne pourraient pas les utiliser contre nous, qui apprennent aux jeunes comment pouvoir parler, comment pouvoir lutter, comment savoir de parler d'Israël et le peuple juif du côté gauche, du côté droite. Alors quand je parle de se lever, c'est pas que moi qui fais des vidéos. La raison pourquoi je fais des vidéos, c'est pour donner cette information à la prochaine génération qu'ils n'ont pas appris ça dans les institutions qu'on a aujourd'hui. Alors mon appel de action, c'est aux institutions qui ont la responsabilité de donner le pouvoir à la prochaine génération de vraiment lever et faire leur travail. Un dernier mot, Rudy, vos projets peut-être pour terminer. Est-ce que vous avez quelque chose, une annonce à nous faire si on a envie de vous suivre d'ailleurs sur les réseaux? Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer? Bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est Rudy_Israel sur Instagram et sur Facebook et tout d'autres. Vous pouvez chercher mon nom, Rudy Rochman. Mais un grand projet qu'on va annoncer bientôt, c'est un projet sur ramener les tribus d'Israël. Aujourd'hui, le peuple juif, on est à peu près 16 millions de tout le monde, diaspora et Israël, mais ça descend que de 2,5 tribus. Yehuda, Binyamin et la moitié de Lévi, qui veut dire il y a 9,5 tribus, parce qu'on est 12 en tout, qui manquent et qui doivent retourner dans notre peuple, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Amérique du Sud. Et on est en train de faire un projet, un documentaire sur ces communautés pour les ramener à notre conscience. Et une fois qu'ils reviennent à notre population, il y aura une révolution dans le peuple juif. Merci beaucoup, Rudy Rochman, Rudy Israël sur Instagram notamment. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour la suite. On reste évidemment en contact. Vous êtes le bienvenu, vous le savez, quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci Rudy.